Alors bonjour tout le monde. Donc voilà, sans tarder, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter cette présentation intitulée Les conseils et la prise en charge à l'officine du patient hypertendu. Et donc pour le faire, on va quand même commencer par certaines introductions, notamment par rapport à tout ce qui est tension artérielle et hypertension artérielle. Donc comme vous le savez, la tension artérielle, c'est tout ce qui est pression qui s'exerce au niveau des parois vasculaires lors de la circulation sanguine. Elle est divisée en deux. On a la pression artérielle systolique relative à la contraction qui ne devrait pas dépasser les 140 mm de mercure, ou la pression artérielle diastolique qui est relative au relâchement cardiaque et donc le remplissage du cœur et qui ne devrait pas dépasser les 90 mm de mercure. Bien entendu, si ça dépasse ces normes-là, on parle d'hypertension artérielle. Donc l'HTA, c'est une pathologie cardiovasculaire qui est liée à cette élévation au-dessous des normes de la pression artérielle. Elle peut être aiguë ou chronique, donc d'apparition récente ou déjà installée depuis quelques années, et donc elle est décelée éventuellement lors des complications. Donc il faut savoir que ces normes-là varient en fonction du patient, s'il a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés. Par exemple, si on parle d'un diabétique, ce n'est plus 140-90, mais c'est plutôt 130-80. Donc il faut savoir que les étiologies varient. On a principalement deux types d'hypertension artérielle. La première, la plus fréquente dans 95% des cas, et elle est dite essentielle, c'est-à-dire sans cause connue. Elle est liée essentiellement au processus de vieillissement, c'est-à-dire qu'il y a une rigidité au niveau des artères qui va s'installer avec l'âge et qui va faire une augmentation des résistances vasculaires, et donc ça va élever les pressions artérielles. Une autre qui est moins courante, à 5%, c'est l'HTA secondaire. Secondaire à une autre pathologie, notamment des pathologies de tumeurs sécrétantes, d'aldostérone, etc. Elle peut être d'origine iatrogène liée à certains médicaments, et là vous connaissez les corticoïdes, etc. Et donc on a également l'origine rénale lors d'insuffisance rénale, etc. Donc pour parler de la prise en charge de patients hypertendus, notamment à l'officine ou ailleurs, donc ça passe par une triple action. D'abord, on a les mesures hygiéno-diététiques. C'est un point très important parce on commence toujours par les mesures hygiéno-diététiques. Ils peuvent être associés ou non aux médicaments, mais on commence toujours par eux. Donc associés ou non, c'est en fonction des chiffres tensionnels et des facteurs de risque du patient. Ces mesures-là passent d'abord par tout ce qui est réduction des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment la consommation d'alcool, mais également l'arrêt catégorique du tabac. Également tout ce qui est une réduction pondérale, donc réduire le poids. Il faut conseiller, le pharmacien là, il a le devoir du conseil par rapport à tout ce qui est activité physique. Donc on a un minimum de 30 minutes avec un minimum de 3 fois par semaine. Et il faut réduire bien entendu la consommation du sel, et vous savez l'implication du sel dans tout ce qui est élévation de la pression artérielle, parce qu'on aura ce qu'on appelle la rétention hydrosodée. Donc ça va augmenter la volémie, donc le volume du sang, augmentant ainsi la pression artérielle. Et bien entendu, adopter un régime équilibré, sain, équilibré en termes de fruits, riche en fruits et légumes par rapport à tout ce qui est fibres, et bien sûr pauvre en tout ce qui est graisse, etc. Et glucides, parce que ça augmente tout simplement le risque cardiovasculaire. Associé à ces mesures, on a les traitements pharmacologiques. Et fort heureusement, l'arsenal thérapeutique, il est riche à ce niveau-là. Donc on a plusieurs classes pharmacologiques qui traitent les différentes composantes de cette élévation de la pression artérielle. Ça peut agir au niveau du cœur, et donc on parle des bêta-bloquants, et ça vous les connaissez, les OLOL, les fameux OLOL. Et donc on a ceux qui sont cardiosélectifs et d'autres qui ne sont pas cardiosélectifs. Ceux qui sont à activité centrale comme les clonides. On a d'autres qui vont agir sur le rein pour augmenter et favoriser la diurèse, réduisant ainsi la volémie et donc les résistances vasculaires. Et donc là, c'est l'exemple de tout ce qui est diurétique, thiazitique, etc. Ou carrément action sur les vaisseaux en créant une vasodilatation. Ça va réduire la pression à ce niveau-là. Donc et ici, on a les IEC, donc les fameux PRIL, les ARA2, donc les sartans, les inhibiteurs calciques, etc., etc. Donc, il faut savoir que ces médicaments-là sont pris en monothérapie, mais ils peuvent être pris en bi ou plus. C'est en fonction en fait des chiffres tensionnels et des facteurs de risque cardiovasculaire. Et bien entendu, le patient, il existe en fait, ce qui est avantageux, c'est que sur le marché, il existe des associations fixes. Et donc, ces associations fixes, elles offrent l'avantage d'une meilleure observance du traitement, parce qu'on minimise ainsi
aussi les oublis de prise du médicament. En fait l'objectif de cette présentation, c'est d'apprendre aux jeunes pharmaciens, mais également aux pharmaciens officinaux, mais même ceux qui exercent au niveau de l'hôpital, les conseils aux patients à attribuer à un patient hypertendu, relatifs aux différents aspects de la pathologie, que ce soit les mesures hygiéno-diététiques, le suivi, mais également ces traitements-là. Donc on va les voir juste après. Il faut savoir qu'actuellement, avec les nouvelles, en fait, le virement de la prise en charge des patients qui étaient avant centrés sur la maladie et les médicaments, maintenant il devient de plus en plus centré sur le patient. Il y a l'avènement de l'éducation thérapeutique. Donc là, ça concerne essentiellement les maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle. Et donc à travers cette éducation, si on aura le temps, on pourra développer les aspects de l'éducation et comment l'appliquer sur un patient hypertendu. Cette éducation permet aux patients d'être en meilleure observance, mais elle permet également aux patients de savoir comment mesurer ses chiffres tensionnels et comment ajuster son traitement à ces chiffres-là, ou au contraire à certains effets indésirables. Et donc, il devient à peu près en fait, autonome par rapport à sa prise en charge, et ceci a un impact direct sur l'économie de santé, mais également le taux d'échec thérapeutique, etc. Donc là, c'est une partie très importante qui devrait être développée, qui est déjà développée dans les autres pays développés, notamment en France. Elle devient même rémunérée par rapport aux pharmaciens. Il y a un cahier de charge avec des protocoles, un contrat d'éducation à respecter avec le patient. Et puis, la caisse de sécurité sociale, elle verse quand même une rémunération aux pharmaciens qui exercent ces actes-là. Actuellement, ce n'est pas le cas en Algérie, mais ça serait bien de développer ça, et c'est aux pharmaciens d'entreprendre ces actions-là pour qu'ils deviennent partie intégrante dans la prise en charge du pharmacien aux patients. Donc, pourquoi on en parle par rapport à sa prévalence? Il faut savoir que c'est la première cause de mortalité cardiovasculaire au monde, avec près d'1 milliard de patients hypertendus au niveau mondial, beaucoup plus au niveau des pays en voie de développement. Rien qu'en Algérie, on a une prévalence d'environ 24,9 d'après les chiffres du ministère de la Santé en 2019, beaucoup plus chez les femmes, les personnes âgées, etc. Et donc il y a plusieurs problématiques liées à cette hypertension artérielle. Déjà, on a cette prévalence, mais également la chronicité de la pathologie et ses complications cardiovasculaires et extracardiovasculaires qui peuvent être vraiment mortelles. À côté, on a l'iatrogénie, et là, le pharmacien trouve tout son sens, parce que quand on parle d'iatrogénie, c'est les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, les contre-indications, et donc là, c'est le pharmacien qui devrait maîtriser ça pour pouvoir mieux conseiller et suivre son patient. Également, on a le suivi, l'automesure et l'observance, etc. Et donc, tout ceci appuie l'importance en fait de la prise en charge. D'ailleurs, une étude que je ne pourrais pas présenter malheureusement, mais elle a montré que déjà sur une population de 50 patients hypertendus effectuée au niveau de 2 officines en Algérie il y a quelques mois, notamment le mois de Ramadan, on a trouvé que seulement le 10e était observant. Le reste, ils oubliaient leur traitement. Des fois, ils avaient tellement d'effets indésirables qu'ils arrêtaient par eux-mêmes leur traitement. Et donc, ça montre et ça témoigne de l'importance de l'implication du pharmacien dans la prise en charge de ces patients-là. On va essayer, comme je vous ai dit, de détailler quels sont les conseils à attribuer à ce patient-là, 5 minutes, pour une meilleure prise en charge par le pharmacien, bien entendu. Et il y a des conseils liés à l'observance, d'autres aux médicaments, d'autres à l'hygiène de vie et d'autres à la surveillance. On commence par l'observance. Ce qui est important, c'est de rappeler au patient qu'il s'agit d'une maladie chronique. Parce que des fois, le patient, simplement, il n'a pas été avisé, il obtient l'ordonnance Dialo, il la dispense, il la prend, et une fois consommée, c'est bon, il ne renouvelle plus. Parce que tout simplement, on n'a pas attiré son attention par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Essayez de faire de cette prise un geste quotidien, c'est-à-dire conseiller au patient, le matin, mettez-la sur la table, donc à l'occasion du petit déjeuner, il prend sa médication, ou bien à côté de la brosse à dents, et donc il va se rappeler, il va prendre son médicament quand il fait le geste, et donc faire de ça un geste quotidien. Et associé à ça, les piluliers apparaissent très intéressants par rapport à tout ce qui est réduction des oublis. On passe maintenant aux conseils afférents aux médicaments. Donc si on parle des diurétiques, vous savez, les diurétiques, donc ça agit sur la volémie, etc. Il faut conseiller une prise quotidienne unique et le matin. Pourquoi le matin? Pour éviter ce qu'on appelle les levées nocturnes. Ça, c'est très important. Bien sûr, il faut conseiller une bonne hydratation, et la chose la plus importante, étant donné que parmi les effets indésirables majeurs des diurétiques, c'est la déshydratation. Surtout, c'est des populations à risque. Si c'est des populations avec
âgés ou bien etc. Donc là, il faut savoir repérer, bien sûr le pharmacien il doit maîtriser ces notions-là. Donc il doit savoir repérer les signes de déshydratation, notamment la soif, des signes neurologiques, etc., maux de tête, les bouches sèches, etc. On a des fois même tout ce qui est irritation des yeux par rapport à cette sécheresse, etc. Donc ça, il faut le signaler parce qu'une fois il repère ça, il doit revoir son traitement. Donc bien entendu, il faut également avertir le patient s'il prend des diurétiques hypokaliémiants, donc de consommer quand même des aliments riches en potassium. Les plus connus, vous les savez, c'est les bananes, les fruits secs, etc. Et donc, si on a ça, pour réduire ces effets indésirables, on associe ces mesures hygiéno-diététiques et bien sûr, tout ce qui est mise en garde par rapport à certaines interactions médicamenteuses comme les laxatifs, les AINS, parce qu'ils réduisent davantage la kaliémie, etc. Les conseils par rapport aux bêta-bloquants, alors la chose la plus importante, c'est la contre-indication chez les asthmatiques. Donc un patient, peut-être par oubli chez le spécialiste, il n'a pas posé la question si le patient il est asthmatique ou non, il va prescrire un bêta-bloquant non cardio-sélectif et vous savez, c'est carrément contre-indiqué chez les patients asthmatiques parce que ça déclenche des crises d'asthme par rapport à une fixation sur les récepteurs bêta-2 au niveau bronchique. Et donc là, il faut vérifier ça, mais également chez le sujet diabétique, on lui signale, on le met en garde par rapport au fait que le bêta-bloquant masque les signes de l'hypoglycémie, notamment la tachycardie, et donc on lui demandera ainsi de renforcer les contrôles glycémiques. Chose la plus importante étant donné que les bêta-bloquants ont un risque de rebond hypertensif, donc il faut signaler l'arrêt progressif du traitement quand on est dans une phase de changement de traitement, etc. Concernant maintenant tout ce qui agit sur le système rénine-angiotensine, les IEC, donc PRIL, les ARA2, les sartans. Ce qui est important, c'est signaler les effets indésirables majeurs, donc notamment la toux, par rapport à tout ce qui est IEC, mais également les allergies. Et là, le pharmacien, ce qu'il peut faire face à une allergie suite à cette prise-là, s'il juge, parce que normalement, il renvoie le patient chez le médecin, mais s'il juge qu'elle peut atteindre ce qu'on appelle le choc anaphylactique, donc là, il est dans l'obligation de demander au patient d'arrêter le traitement et d'aller directement chez son médecin pour corriger ça. Et puis, oui, d'accord. Donc, concernant maintenant les inhibiteurs calciques, donc l'effet le plus important, c'est les œdèmes des membres inférieurs à signaler au patient. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'arrêt du traitement, mais renvoyer le patient chez le médecin. À côté, on a les antihypertenseurs centraux. Ici, ce qui est à signaler, c'est des troubles, les éventuels effets indésirables, les syndromes de sévrage. On passe maintenant, donc il reste deux principaux conseils à attribuer, notamment par rapport à l'hygiène de vie. On a déjà parlé des mesures hygiéno-diététiques. Une chose importante, c'est la pratique sportive. Il se pourrait que votre patient vienne chez vous parce que vous avez une meilleure facilité d'accès par rapport au médecin, parce que c'est non payant. Il franchit juste la porte, il est face à un pharmacien d'officine. Donc, il vous demande, est-ce que je peux pratiquer du sport? Donc là, certes, c'est conseillé une activité physique quotidienne, mais pas intense, etc. Donc, que faire quand il vous demande par rapport à l'activité sportive? La chose la plus importante, c'est de prescrire toute activité physique intense. Sinon, on doit signaler que ça doit être sous avis médical. Et souvent, le médecin va pratiquer un test d'effort pour voir si le patient pourra ou non faire ce sport. Sinon, il y a quand même des sports qui restent déconseillés, notamment la musculation, etc. D'autres sports, au contraire, ils sont conseillés, comme la natation, le vélo. Par contre, chez les sportifs de haut niveau et qui sont hyper tendus, là, il faut attirer leur attention par rapport aux molécules, notamment les bêta-bloquants et les diurétiques, qui sont en fait dépistés, ils sont interdits par les comités d'antidopage. Donc ça, c'est très important. À côté, on a la conduite d'automobile, parce que certaines molécules, notamment les anti-HTA centraux, provoquent une somnolence. Donc là, il faut avertir le patient par rapport à ça. Tout ce qui est fièvre et diarrhée, donc là, on a le risque de déshydratation. Donc là, ça, c'est beaucoup plus dans l'éducation thérapeutique. Si on est face à un patient, on doit éduquer le patient. S'il est face à une fièvre, diarrhée, vomissement, donc il a un risque de déshydratation. Donc on doit l'éduquer à voir si les symptômes de déshydratation apparaissent, à modérer son traitement, c'est-à-dire ajuster, réduire les doses jusqu'au suivi chez le médecin, ou carrément, des fois, on peut conseiller l'inverse, plutôt un apport de sel pour éviter tout ce qui est hyponatrémie. Donc ça, c'est très important et ça rentre dans l'éducation thérapeutique. Concernant maintenant la sexualité,
Donc, il reste une planche. S'il vous plaît. Une seule planche, donc. Bon, la sexualité, on ne pourra pas en parler, pardon. Donc, sinon, un dernier mot sur la surveillance des chiffres tensionnels. Là, c'est très important. Donc, c'est très important parce que c'est ça, en fait, l'outil principal du diagnostic. Parce que le patient, il est dans les meilleures conditions. Donc là, on doit lui apprendre comment dépister les signes les syndromes en fait, de tout ce qui est hypertension artérielle. Notamment, on a les céphalées essentiellement occipitaux, etc. Mais sinon, on a des hémorragies qui peuvent apparaître au niveau des conjonctives, qui peuvent apparaître au niveau des urines, du nez, etc., l'épistaxis. Donc là, l'automesure, c'est un outil très important donc parce que le patient, il est dans des conditions réelles de vie. Donc, on enlève tout ce qui est effet blouse blanche et l'HTA masqué, etc. Donc, le pharmacien ici, il doit conseiller le patient par rapport à l'achat de l'appareil, la pratique de cette automesure, etc. Concernant la pratique, on va juste dire un mot par rapport à la prise de cette tension. L'idéal, c'est la règle des 3. La règle des 3, c'est-à-dire 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, avec 3 jours de suite. Et ici, il va renseigner ces chiffres-là juste avant. Parmi les bonnes pratiques, c'est bien sûr la position assise au calme, éviter tout stress pour ne pas perturber les chiffres tensionnels, pour que ça soit des mesures, bien entendu, fiables. Et bien sûr, rapporter ça au médecin. Donc voilà, pour dire, bon, je vais quand même je vais m'arrêter là. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, vous pouvez Merci. l'applaudir, docteur Merci. Adda, pour la présentation qui concernait la FAP. Merci beaucoup, docteur.